Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le plaisir et l'honneur que vous me faites de contribuer aujourd'hui, peut-être en tant que ministre, mais peut-être aussi en tant qu'éducateur, puisque j'ai eu l'honneur et le plaisir d'officier dans cette école pendant un certain temps. Et c'est avec plaisir, bien sûr, que je retrouve ces murs et cet amphithéâtre. Ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement poser la problématique de la formation à partir d'un certain nombre donc, de données nouvelles et par la suite dire ce que, au ministère de l'Éducation nationale et après la publication de la vision 2015-2030, nous sommes en train de faire ou encore de mettre en œuvre ou de préparer. Tout d'abord, je voudrais vous dire que nous avons une espèce de chance extraordinaire aujourd'hui au moment où nous pensons réforme. C'est tous les progrès qui aujourd'hui sont mis à notre disposition, les résultats de progrès qui sont mis à notre disposition par un certain nombre de recherches et de sciences. Je voudrais citer tous les progrès, les approches de la sociologie. Et je crois que là, nous avons eu une excellente présentation et une synthèse très concentrée, mais combien riche, de ce que la sociologie nous permet de comprendre et nous permet d'appréhender. Mais le deuxième volet, c'est tous les progrès qui nous viennent des neurosciences. Aujourd'hui, les neurosciences s'imposent à nous parce que pour la première fois, l'être humain a la capacité de mesurer instantanément le fonctionnement de son cerveau ou du cerveau humain. Mais mieux encore, de cibler exactement où se passe chaque activité en fonction de ce que l'individu est en train de faire. Et cela est très important pour nous, éducateurs, parce que ça nous permet de voir comment est-ce qu'on peut optimiser la performance de nos enfants à travers des choix plus judicieux, des approches et des méthodes, et bien entendu, de tout l'environnement qu'il aurait offert pour s'éduquer. Je vais donner quelques exemples très simples. On sait que notre cerveau est en constante évolution, qui se construit, se détruit en permanence, que nous avons des neurones qui départent et des neurones qui arrivent, des synapses. Nous avons des véritables autoroutes de communication à l'intérieur de notre cerveau, entre la partie gauche, la partie droite. Tout ça, aujourd'hui, on le sait, on le visualise. Et on peut savoir exactement qu'est-ce qui est positif à un moment donné et qu'est-ce qui stimule, qu'est-ce qui construit, et le contraire. Un exemple simple, la musique. Eh bien, aujourd'hui, la musique, quand on observe ce qui se passe à l'intérieur du cerveau lorsqu'on écoute une musique, et en fonction, bien sûr, du type de musique, on a une idée réelle de ce qui stimule le cerveau, de ce qui lui permet, en quelque sorte, de mettre en place un certain nombre de fonctions. Et la musique met en place énormément de fonctions au niveau du cerveau. Elle devient ainsi un outil, non pas pour l'écoute de la musique, mais pour la stimulation du cerveau, pour qu'il puisse absorber mieux d'autres éléments, d'autres disciplines et d'autres manières de voir. Voilà un exemple tout à fait banal mais récent qui montre l'importance de la musique, par exemple. On découvre aussi que, contrairement à un certain nombre de choses, que faire des sports aux enfants avant de les envoyer dans un cours de mathématiques ou de sciences, eh bien, augmente leur performance et leur réceptivité. Jusqu'à présent, on faisait exactement le contraire. On réservait le sport en dehors, je dirais, des heures, et parfois, évidemment, on pensait que de bon matin, envoyer le cours de maths ou de physique, c'était le meilleur moyen pour que les enfants apprennent. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. On sait que résoudre un problème de mathématiques, eh bien, les filles et les garçons n'utilisent pas les mêmes parties de leur cerveau. Ils n'utilisent pas les mêmes approches. Mais ils arrivent quand même à des résultats qui peuvent être similaires. Ceci aussi est important pour comprendre comment est-ce que dans une classe, eh bien, les filles et les garçons interagissent et peuvent s'enrichir ensemble pour de meilleures performances. Si on abandonne l'idée de l'individualité et on consacre que le travail en groupe, et ce qu'a dit monsieur le professeur, est quelque chose qui apporte beaucoup plus que le travail individuel. Dans la vie,
on n'est pas supposé être individuel ici. On est supposé travailler ensemble. Alors pourquoi pas à l'école? Et c'est l'école, on doit apprendre à nos enfants à travailler ensemble, à réussir ensemble, à faire des projets ensemble. Tout cela nous pose des questions, et elles sont importantes. Alors ces questions qui, aujourd'hui, sont importantes, tant qu'on les ignorait, bon, on peut dire, bon, on faisait comme on doit faire. Je crois qu'il ne marche plus. On faisait comme on doit faire, mais aujourd'hui, on sait. Alors quand on sait et qu'on ne fait pas, alors là, c'est plus grave, c'est sérieux. Alors il faut faire. Bon, pour faire, eh bien, il faut bien entendu avoir les moyens. Mais il faut se remettre en cause. Il faut accepter que ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui ne doit plus être fait. Il faut préparer la mutation. Donc ça, c'est la première des choses. Et quand on parle de mutation, on est obligé de se poser la question des finalités. Alors les finalités, je vais bien sûr, la finalité de l'école, c'est l'éducation de nos enfants. Alors si on voit quelques-uns des éléments, je dirais des qualités essentielles pour lesquelles l'école devrait agir, je vais les citer. La curiosité, la conscience, la confiance en soi, la force de caractère, l'endurance, la persévérance, l'acceptation du risque, l'esprit d'équipe, la passion et l'engagement, pour ne citer que cela. Mais si est telle la finalité de l'école, eh bien, il va de soi que les enseignants qui sont censés jouer ce rôle, eh bien, ils devraient eux aussi avoir les mêmes qualités. Autrement dit, nous posons un problème fondamental, c'est peut-être un peu celui de l'œuf et de la poule. Ben, l'élève, c'est un produit, mais pour que ce produit soit ce qu'il faut peut-être que ceux qui sont amenés à le former, eh bien, on contribue à ce qu'ils aient au préalable la même formation que celle qu'on veut pour lui. Et c'est toute la complexité et en même temps le défi que nous avons. C'est un défi qui est double. Il est ça veut dire que les formations à venir doivent tenir compte de ces éléments. Mais il est aussi très important, c'est que les enseignants qui sont actuellement en place, qui sont actifs, eh bien, on ne veut pas accepter le principe que le changement ne va venir qu'avec leur renouvellement. Donc il faut aussi s'intéresser à ceux qui sont sur le terrain pour essayer évidemment de changer et de les amener avec une formation qui pourrait nous amener vers, je dirais, ces qualités dont je viens de parler. Alors ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de former mieux ou différemment, il s'agit maintenant de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas besoin de nouveaux profils, de nouveaux métiers, et des métiers qui s'adaptent au contexte, aussi bien national qu'international. Il y a aussi, et c'est très important aussi également, cette question extrêmement importante, si on doit renforcer chacun des métiers, nous devons introduire aussi une dose extrêmement importante de valeur dans le processus que nous devons engager. Nous devons introduire l'interdisciplinarité également. Nous devons ouvrir des possibilités. Je crois que rien n'est plus décourageant aujourd'hui. Ce n'était pas le siècle, le problème il y a un siècle ou plus un siècle. Que quelqu'un qui s'engage dans l'enseignement et qui rentre comme instituteur voit sa vie à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire qu'il est là pour 40 ans, 30 ans, 40 ans, et sans aucune possibilité d'en sortir. Il faut que l'on puisse lui dire, il est possible d'évoluer, il est possible de faire différemment, il est possible de faire autre chose. Et ceci, non seulement en changeant, je dirais, de métier, entre guillemets, mais aussi en changeant d'approche, de méthode, d'être en permanence en mouvement avec lui. Donc, autrement, créer une espèce de dynamique à l'intérieur des métiers de l'éducation et de l'enseignement. Donc, voilà quelques éléments qui posent le problème de la formation des enseignants. Alors, à partir de là, eh bien, nous avons
au niveau du ministère, envisager un certain nombre d'actions, de projets, qui, bien entendu, dans leur ensemble, aujourd'hui, sont intégrés dans la vision. Certains d'entre eux sont très ambitieux. Leur mise en œuvre demandera du temps. C'est du long terme. D'autres, ça sera du moyen terme. Il y a des préalables qu'il faut mettre en place. Il y a des expérimentations qu'il faut faire. Et puis, il y a d'autres qui sont plus à court terme et qui sont susceptibles d'apporter déjà, je dirais, un fléchissement ou un changement et qui peuvent avoir des résultats positifs sur le terrain. Donc, ces actions appartiennent à ces trois catégories en même temps. Alors, pour cela, je voudrais donner quelques exemples de ce que nous sommes en train de faire. Le premier, c'est la formation initiale des enseignants. Bien, la formation initiale des enseignants nous impose déjà, dès le départ, un problème qui est celui du recrutement des enseignants. Quels sont les profils qu'il faut recruter? Tout à l'heure, on a bien entendu. Eh bien, parmi les choses les plus importantes, c'est que celui qui veut faire ce métier doit aimer ce métier et doit aimer ses enfants. Et je dois vous rappeler ici le travail fait par l'Observatoire national du développement humain et qui s'est penché sur les décrochages scolaires et qui nous dit qu'en 2012, 32% des enfants qui décrochent au collège disent qu'ils décrochent parce qu'ils n'aiment pas l'école. Et s'ils n'aiment pas l'école, c'est parce qu'on n'a pas été capable de le faire aimer cette école. Donc ce problème est extrêmement important. Ceux qui n'ont pas d'amour pour l'école, ceux qui ne comprennent pas cette mission, je pense qu'il faut maintenant mettre en place tout ce qui peut être mis en place pour assurer un recrutement qui soit digne de l'école et digne de la responsabilité. Je pense que le temps est venu de changer notre manière de voir et il ne faut pas que l'école soit finalement le réceptacle de tous les échecs. C'est un point important. Et il faut y travailler et trouver tous les moyens de sélection possibles et imaginables pour pouvoir sélectionner ceux qui sont capables de faire ce métier avec amour et avec passion. Une fois que cette question est réglée, on passe à une deuxième question. Mais que faut-il faire pour, évidemment, former de bons enseignants? Je ne reviendrai pas sur toutes les insuffisances, elles ont été suffisamment, je dirais, tracées dans les différents diagnostics. Mais j'irai tout de suite à ce qui peut provoquer un changement. Tout d'abord, et je commence par le primaire. Autrement dit, le préscolaire et le primaire, a priori. Le préscolaire et le primaire sont essentiels. C'est la base, c'est le fondement. Si on le rate, le collège, le secondaire et le supérieur seront ratés. Donc, autrement dit, dans cette réforme, l'urgence des urgences est le plus important, c'est comment changer justement l'école primaire. Et si on doit la changer, c'est comment mieux former, mieux éduquer, mieux préparer les enseignants du primaire. C'est pour ça que pour nous, c'est le projet le plus important dans ce domaine de la formation des enseignants. Pour cela, je crois qu'il y a plusieurs choses que nous sommes en train de faire. Premièrement, évidemment, changer tout le processus. Dorénavant, et c'est une décision qui est prise, nous allons commencer la formation à partir du baccalauréat. À partir du baccalauréat, une formation complète qui est aussi bien disciplinaire, interdisciplinaire, humaine, une fonction sur les valeurs, une fonction sur le travail d'équipe, sur le coaching, sur une manière différente de s'adresser aux enfants, une formation de psychopédagogie pour nos enseignants, pour qu'ils puissent travailler avec des enfants qui sont jeunes, pour les comprendre, pour les écouter, et bien entendu, une fonction aussi qui est extrêmement importante, c'est comment est-ce qu'ils peuvent répondre à quelque chose qui est désormais démontré, encore une fois, par les neurosciences et par tous les travaux d'ergopédagogie, c'est que l'enfant réussit avec deux facteurs essentiels, le temps et l'attention. Si l'enfant n'est pas attentif, eh bien, quel que soit le temps qu'on lui consacre, eh bien, il ne retiendra rien. Et même s'il est attentif, si le temps consacré est trop court, eh bien, le résultat sera aussi mauvais. Donc, il y a un équilibre entre attention et temps. Et c'est ces deux facteurs qui font le bon résultat. Mais pour cela,
il faut que l'enseignant soit capable d'attirer l'attention de l'enfant, de l'intéresser. Et pour l'intéresser, bien entendu, il faut qu'il soit capable d'utiliser de nouveaux outils, de nouveaux comportements. Il faut qu'il soit avec lui, et j'insiste sur le « avec ». L'enseignant ne doit pas être au-dessus de l'enfant. Bien sûr que c'est un adulte, mais dans la classe, il doit être avec les enfants, avec chacun des enfants. Et c'est une manière de faire différente, extrêmement complexe, bien sûr, mais il faut essayer et tout faire pour que nous y arrivions. Je vais vous surprendre, mais les premières expériences que nous avons faites en ce moment, eh bien, montrent que ça marche. On a vu des enseignants qui ont compris, qui appliquent maintenant cette approche dans leur classe, et les résultats, c'est eux qui le disent, sont absolument étonnants. Donc je pense que c'est des domaines de possibles. Le grand problème que nous avons, c'est la masse. Comment passer d'individus de 20, de 30, de 40 à une généralisation? C'est tout le défi qu'il faut relever et nous devons, bien entendu, y travailler. Je passe après cette partie qui concerne donc cette formation initiale, parce qu'elle concerne aussi ceux du secondaire, et bien entendu, où progressivement nous mettrons en place les mêmes approches, eh bien cela va nous amener évidemment à nous poser la question de ceux qui sont déjà en fonction. Comment les reprendre? Eh bien, nous avons beaucoup réfléchi. La formation continue, oui, mais quand les acquis, quand les approches, quand les méthodes, quand les comportements sont là. Mais quand vous avez un corps enseignant extrêmement hétérogène, dans lequel vous avez des gens qui ont eu des formations, d'autres qui n'en ont jamais eu, et d'autres qui ont eu un accompagnement par quelqu'un d'expérimenté à côté d'eux, et d'autres qui n'en ont jamais eu, il est évident que la tâche est difficile et de penser qu'avec quelques heures par an de formation continue, on va arriver à changer la donne. Impossible. Alors nous sommes partis vers l'idée de l'accompagnateur. L'accompagnateur, c'est un enseignant expérimenté qui, lui, va être formé aux nouvelles approches, aux nouvelles méthodes, aux nouveaux outils, et que chaque accompagnateur a la responsabilité d'un certain nombre d'enseignants, qu'il va accompagner au jour le jour, qui va être avec eux, qui va, encore une fois, ne pas être au-dessus d'eux, mais qui va les accompagner dans leur mission, leur donner les nouvelles, évidemment, formations, mais en même temps, évidemment, travailler avec eux sur leur auto-évaluation, travailler avec eux sur les corrections, et ceci, bien entendu, tout au long de la vie. Un processus qui ne s'arrête pas. C'est une fonction nouvelle, formation nouvelle, mais qui doit demeurer et être la règle dorénavant. Et à chaque fois qu'une innovation est trouvée, c'est par les accompagnateurs qu'on passera pour l'introduire à l'intérieur des classes. Et à chaque fois qu'une innovation est trouvée dans une classe, c'est par l'accompagnateur qu'on la fera remonter pour qu'elle puisse intéresser les groupes d'enseignants, d'ailleurs son groupe d'abord, puis à partir de son groupe, eh bien les autres groupes des autres accompagnateurs et remonter jusqu'au niveau national pour faire l'objet d'une diffusion la plus complète. Et j'ai le plaisir de vous dire que demain matin, nous avons une cérémonie dans laquelle, justement, nous allons récompenser un certain nombre d'enseignants innovants qui ont su, en très peu de temps, montrer leur capacité de changer les choses. Alors les accompagnateurs, c'est déjà lancé, 170 sont déjà sur le terrain et, bien entendu, en fonction de l'évaluation de cette expérience, nous allons étendre bien progressivement les accompagnateurs à l'ensemble des écoles et principalement pour le programme des 4 premières années du primaire, pour commencer. J'arrive à un deuxième corps qui est extrêmement important dans le système, qui est le corps des inspecteurs. Alors le corps des inspecteurs, tout à l'heure, monsieur le professeur a parlé en disant que les enseignants du secondaire en France eh bien, se sentaient en quelque sorte avoir perdu leur prestige. Je dirais qu'en toute honnêteté, c'est la vérité la même chez nous. Mais je le dirais que aussi, s'agissant des inspecteurs, c'est exactement la même chose. Et je le dis en toute honnêteté à tous ceux qui sont assis aujourd'hui ici. Je crois que le temps est venu de changer la mission de l'inspecteur. Et d'abord changer le nom. Même au niveau de la police, on n'a plus d'inspecteur. On appelle officier de police. Ça passe mieux. Eh bien, nous, il faut qu'on change. Les inspecteurs, ils ne sont pas là pour inspecter les professeurs. On a besoin de personnes qui sont des personnes qui, encore une fois,
forment les enseignants, leur apportent le maximum d'aide, leur permettent s'auto-évaluer encore une fois, qui permettent au système, cette fois, d'évoluer, pas simplement un individu à l'intérieur d'une classe. Donc c'est une mission nouvelle qu'il faut imaginer pour eux. Est-ce que nous sommes en train d'essayer de réfléchir et d'avancer dans ce principe que la mission qui sera dévolue prochainement, avec un nom que nous déterminerons avec eux, eh bien, sera une mission globale, dans laquelle un groupe qui comporte ceux qui sont spécialisés dans la pédagogie, ceux qui sont spécialisés dans l'orientation, dans la planification, dans la gestion, eh bien, tous ensemble participent à ce projet qui, en même temps, rehausser le niveau des institutions et en même temps procéder au système d'évaluation qui doit être un système d'évaluation formatif basé sur les résultats des élèves et non pas sur les compétences intrinsèques de chaque enseignant. Donc ce travail, bien heureusement, nous avons une association des inspecteurs qui est très dynamique, très ouverte, nous travaillons avec eux et nous espérons que ce projet pourra être mis sur le terrain prochainement et j'espère enfin sur le plan expérimental à partir de la rentrée prochaine. Je continue cette liste. Alors l'accompagnateur, je vous en ai parlé, je ne reviens pas donc dessus, mais sachez, et je crois que ça vaut le coup de le dire, la mise en place de l'accompagnateur a aussi transformé la fonction des enseignants. Et j'ai vu à Tiznit, j'ai vu à Insgan, j'ai vu à Essaouira, combien, justement, je dis toujours les inspecteurs parce qu'on n'a pas encore le nouveau nom, combien ils étaient présents, combien ils étaient la main dans la main avec les accompagnateurs, comment ils ont su aujourd'hui apporter tout de suite des aménagements positifs au processus pédagogique. Il a suffi simplement de donner les grandes lignes de ce qu'il faut faire et automatiquement une dynamique s'est créée. Je crois qu'avec tout ce qu'on dit de mauvais sur cette institution, avec toutes les critiques que nous avons sur nos enseignants, je pense que nous sommes en train de faire nous démontre d'une certaine façon le contraire. Nous avons des femmes et des hommes magnifiques qui, une fois qu'ils ont compris, une fois qu'on leur a donné les moyens de s'exprimer, la souplesse d'agir, la liberté à l'intérieur de leur classe, et on a donné aux responsables la manière dont il fallait qu'ils travaillent avec eux, je peux vous dire que ça donne des résultats. Et je ne veux pas le dire, je vous invite à aller voir, à vous rendre dans ces classes expérimentales et demandez-leur comment ça se passe et regardez vous-même comment ça se passe. Je crois que c'est quelque chose sur laquelle il faut insister parce que nous sommes tout à fait au début et c'est très encourageant de voir qu'aujourd'hui, il y a des choses excellentes qui se passent. Et que ce soit au niveau du primaire, au niveau des collèges et au niveau des lycées. Sur le plan des méthodes, cette semaine, ici à Rabat, nous avons reçu un certain nombre d'enfants des villages les plus, des villages ou des circonscriptions les plus reculées, des enfants de collège, qui sont venus grâce à une initiative que nous avons faite avec l'association des profs d'anglais, MATE, et qu'on a créé des cercles, ce qu'il y avait Circle, c'est un acronyme, bien entendu, mais peu importe. Dans les collèges lointains, eh bien, les professeurs d'anglais créent un espace où les enfants qui veulent apprendre l'anglais se présentent. Eh bien, je peux vous assurer que les résultats sont absolument impressionnants. On a des vidéos et qui vous montrent qu'après 3 mois, 4 mois, c'est des enfants qui sont capables de parler en anglais relativement correctement, de faire des présentations, de sketchs, des vidéos, scénarios, et qui, d'une certaine façon, ont changé leur manière de penser. Pourquoi? Parce que grâce à l'anglais, eh bien, ils ont accès à autre chose. Ils ont accès à d'autres documents, ils ont accès à d'autres informations, à d'autres cultures, ils peuvent comparer. C'est l'année de Shakespeare, eh bien, la majorité d'entre eux ont été chercher Shakespeare, ont vu qui était dans le monde arabo-musulman contemporain de Shakespeare. Ils ont fait un travail de recherche extraordinaire, et je vois dans la salle des personnes qui étaient témoins. Elle fait un petit signe, je crois qu'il faut que vous levez la main, parce que vous êtes un témoin important. Et cela nous montre que là aussi, nous sommes sur la bonne voie. Et ça aussi, c'est grâce à qui? Grâce aux enseignants. Encore une fois, parce qu'ils ont compris qu'on pouvait utiliser
d'autres approches, d'autres méthodes, et c'est ça qui fait plaisir. L'autre élément qui est important, c'est les projets d'établissement. Bon, on en parle depuis très longtemps, mais ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est les rendre contractuels. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un engagement entre l'établissement et la direction provinciale. Et donc, finalement, chacun doit prendre ses responsabilités dans ce processus. Les enseignants, bien sûr, mais les accompagnateurs, les inspecteurs, la direction de l'école. Et ces projets, personne ne leur impose, c'est eux qui doivent les définir. Et à partir de là, évidemment, eh bien, à la fin de leur contrat, il faut que les résultats soient là. Et ça, c'est très, très important. Ça nous amène à la question de l'évaluation formative. Ce que nous voulons, c'est que le niveau d'une école change. Le niveau d'une école, globalement, doit changer. Et pour cela, il y a une évaluation début d'année et une évaluation en fin d'année. Et c'est la différence qui fait, évidemment, l'appréciation. Si elle est positive, tout le monde a réussi. Si elle est négative, tout le monde est responsable. Je crois que c'est extrêmement important de voir les choses de cette manière. Ce sont des choses nouvelles qu'il faut faire admettre, qu'il faut faire comprendre, mais je pense que les résultats, c'est que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où nous avons des notes individualisées pour les élèves, des notes individualisées pour les professeurs, mais de toute façon, les résultats ne sont pas là, ni pour l'un ni pour l'autre. Nous allons, grâce à un système qui, en fait, et comme cela a encore été dit par le professeur, ne travaille pas sur les individus, mais il travaille sur le groupe, sur l'ensemble. Je pense qu'une sensibilité différente va naître et des résultats différents. Nous avons pris aussi l'option et le risque de faire des comparaisons, de montrer les efforts faits par une institution et les autres, de les comparer par rapport aux résultats au niveau des provinces, au niveau des régions, au niveau national, pour que chacun se situe et que là où c'est mauvais, eh bien que ça se sache, pour que chacun prenne ses responsabilités pour que ça aille mieux. Ce n'est pas une manière de discriminer, c'est au contraire une manière d'encourager. Et ce processus va certainement, bien sûr, provoquer quelques vagues, mais il va provoquer aussi beaucoup de résultats. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut qu'on arrive à un système qui promeut et qui encourage ceux qui réussissent et qui pénalise d'une certaine façon ceux qui ne font pas l'effort. Je ne dis pas qu'ils échouent, mais qui ne font pas l'effort de réussir, ce qui est différent. Une autre action, évidemment, très importante, qui a pris du retard, je l'avoue, pour des raisons diverses, et qui est une action que nous avons commencée avec nos partenaires sociaux. Eh bien, c'est le nouveau statut. Il est indispensable d'avoir un nouveau statut pour l'éducation nationale. Le statut actuel, qui est construit sur le statut de la fonction publique, on peut dire qu'il a fait son temps et qu'il ne répond pas ni aux exigences d'aujourd'hui, ni aux exigences du futur. Et donc, il est temps de le revoir. Et un travail déjà de base a été fait. Il y a tout un travail qui a été fait toutes ces dernières années, ces 3 dernières années. Malheureusement, avec les élections, nous avons stoppé cette démarche. Et il faut avouer aussi que nous étions très pris avec cette mise en œuvre globale de la réforme, mais aussi de la régionalisation. Ça fait que le ministère de l'Éducation nationale est le premier et peut-être le seul département qui a réussi à passer à la régionalisation avancée et à passer des 16 régions aux 12 régions. Ce n'est pas un travail facile et je tiens à remercier celles et ceux qui ont contribué à cette réalisation. Elle a provoqué évidemment beaucoup de dérangements, il faut bien le dire, mais dans l'ensemble, eh bien, c'est une opération qui aujourd'hui a réussi. Il reste encore, bien sûr, à faire un certain nombre de choses pour arriver à l'autonomie totale des académies et des directions. On poussera, parce que là, nous ne sommes pas seuls, d'autres départements doivent nous accompagner dans cette démarche, mais je crois qu'ensemble, on arrivera à ce que les académies soient de véritables, disons, entités autonomes, indépendantes,
qui travaillent selon, bien entendu, les stratégies qui viennent du ministère, mais dans le cadre de la vision, mais qui ont la capacité, la souplesse de prendre des décisions et de réagir, évidemment, aux événements. Donc, le problème du statut, ce n'est qu'une question de rendez-vous. Je verrai avec les représentants de nos partenaires syndicaux quand il sera possible de reprendre un travail sérieux, puisque nous rentrons dans une nouvelle phase d'élection, il faut bien le dire aussi, c'est d'une façon perturbante, mais ce projet ne doit pas être oublié, il doit être mené jusqu'au bout. L'autre élément qui va toujours dans cette session de statut, c'est qu'il faut aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe et ce qui a réussi et a échoué. Nous avons fait ces benchmarkings qui sont désormais disponibles. Et puis, nous nous sommes engagés sur 4 pôles. Un pôle enseignement, un pôle gestion pédagogique et administrative, un pôle encadrement, évaluation et orientation, et un pôle contrôle et audit pédagogique. Donc les métiers qui seront examinés ensemble, bien entendu, devront rentrer dans chacun de ces pôles. Bien entendu, nous favorisons que dans ce contexte, la gestion des ressources humaines soit décentralisée, et cela dans l'intérêt, évidemment, des enseignants eux-mêmes et, je dirais, de tous les fonctionnaires de notre département. L'élaboration d'une charte déontologique, là aussi, il y a un travail qui a été fait jusqu'à présent. Il n'est pas encore concrétisé, mais il faut le finaliser. Il a été concrétisé uniquement pour les directeurs d'académie et les directeurs provinciaux. Et puis cette année, avant, évidemment, au moment de leur nomination, ils ont tous signé des engagements correspondant à cette charte déontologique et de mission claire et précise qui est la leur et leur responsabilité, bien entendu, leurs devoirs et leurs droits. Enfin, il y a un élément très important, c'est la mobilisation des, bien entendu, acteurs sociaux autour de l'école. Je ne parle pas ici que des syndicats, mais je parle surtout des parents d'élèves. Là aussi, un travail fondamental est à faire, parce que l'accompagnement de l'école doit se faire par les parents. Leur présence est indispensable. Nous souhaitons que les associations de parents d'élèves jouent un rôle essentiel dans les changements. Il s'agit de revoir, bien sûr, les textes des associations, mais au-delà, il faut maintenant imaginer un rôle, je dirais, formateur des parents à l'intérieur des établissements. Des exemples très intéressants existent. J'en ai vu en Colombie, par exemple, au Vietnam. Il y en a aussi. Et je crois qu'il faut s'inspirer de ces expériences et faire en sorte que l'école soit ouverte aux parents, que les parents soient présents dans l'école de manière permanente et qu'ils jouent leur rôle, qui est un rôle en même temps, je dirais, de catalyste, mais en même temps un rôle qui est d'arbitre, en quelque sorte, qui peut peser dans des situations difficiles pour trouver de bonnes solutions, mais aussi, c'est un rôle aussi très important et pédagogique, surtout aujourd'hui que nous avons lancé aussi une opération extrêmement importante qui est celle de la moralisation de l'école. La moralisation de l'école est devenue un élément indispensable. Il n'est plus acceptable de voir notre école être le siège de violence. Quand on arrive à des nombres d'agressions qui dépassent 53 000 par an, je pense que l'on doit réfléchir et on doit trouver des solutions. Quand on voit ce qui se passe et que toutes les semaines, nous avons un certain nombre de cas de choses absolument inacceptables, de viols d'enfants, d'agressions, de crimes, il faut bien le dire, contre les enseignants, c'est des choses qu'on ne peut plus accepter. Alors bien entendu, on ne peut pas baser les solutions sur la répression, mais on doit la baser sur, bien entendu, sur la formation, la sensibilisation, l'accompagnement, la présence, je dirais, de tous ceux qui ont une responsabilité dans le champ éducatif. Les parents, les syndicats, bien entendu, le corps d'inspection, les accompagnateurs et bien entendu les enseignants même et les élèves. Les clubs qui sont aujourd'hui dans les écoles, les clubs de citoyenneté, joueront un rôle important dans cet élément-là. Mais ces clubs, c'est les enseignants qui les encadrent. Et donc, ça veut dire que dans la formation des enseignants, cette notion de valeur doit prendre une place importante
Et leur formation, justement, pour encadrer les jeunes dans ce processus, doit être aussi importante que ce que nous leur donnons au niveau disciplinaire. Donc voilà une synthèse de ce qui est actuellement en cours. J'espère que tout cela va se renforcer avec le temps, notamment rentrer dans une période qui dépasse, je dirais, les pilotes, pour rentrer dans des phases qui sont de généralisation. Et au moment de la généralisation, évidemment, nous avons besoin de toutes les volontés pour accompagner ces grands changements et qui, bien entendu, n'ont qu'un seul objet, c'est l'avenir de nos enfants et c'est notre mission. Merci beaucoup.